Environ un tiers des adultes souffrent d'une phobie des serpents. Mais si vous envisagez de devenir astronaute pour éviter ces créatures, vous pourriez être déçu. Selon Story Musgrave, il y aurait des serpents dans l'espace. Musgrave est l'un des astronautes les plus aguerris au monde. Il est le second à avoir accompli 6 vols spatiaux et à voler à bord de toutes les navettes. Avec autant d'expérience et de temps passé dans l'espace, Story Musgrave a certainement quelques histoires effrayantes à raconter. Lors d'une mission, il a regardé par le hublot et a aperçu quelque chose qui ressemblait à un serpent. Musgrave a déclaré qu'il mesurait entre 1,80 et 2,40 mètres de long et qu'il avait l'apparence d'un reptile. Mais beaucoup de gens sont sceptiques quant à son récit et affirment qu'il s'agissait probablement de débris flottants dans l'espace ou de quelque chose qui s'était détaché de la navette spatiale. Mais l'astronaute a participé à une autre mission et a revu la créature. La première fois, ça aurait pu être un morceau détaché du vaisseau. Mais quelles étaient les chances que cela se produise 2 fois ? Il a donné de nombreuses interviews dans lesquelles il a décrit ces étranges rencontres. Espérons que ces serpents restent dans l'espace et ne viennent pas s'écraser sur Terre, s'ils existent vraiment, bien entendu. Une pluie de serpents ne serait certainement pas amusante. Comme nous le savons tous, l'espace est tel une immense chambre à vide, sans air, où le son ne peut pas se propager, ce qui rend cette histoire encore plus effrayante. Pour communiquer, les astronautes utilisent un système spécial intégré dans leur combinaison. Young Li Wei a partagé une expérience terrifiante qui est tout aussi difficile à croire. Vous seriez terrifié si, seul chez vous, quelqu'un se mettait à frapper à votre porte en pleine nuit, surtout si vous n'attendiez personne. Imaginez maintenant ce même scénario, mais en plein espace. Vous entendez des coups. Vous n'avez nulle part où fuir. Vous êtes piégé dans une boîte de métal, flottant dans le néant. Young était assis dans son vaisseau spatial, occupé à ses propres affaires, lorsqu'il a soudain entendu des coups provenant de l'extérieur. Comment était-ce possible? Le son ne peut pas se propager dans l'espace. Le bruit était unique, décrit par l'astronaute comme si quelqu'un frappait un seau en fer avec un marteau de bois. Li Wei a regardé à l'extérieur, mais à sa grande surprise, il n'y avait rien. Il a enquêté davantage, mais n'a pas pu trouver la source du son. Lorsque Young est revenu sur Terre, il était impatient de raconter aux scientifiques ce qui s'était passé, mais il n'a pas pu reproduire ce son. Pour ajouter à la confusion, ses collègues qui participaient à la même mission entre 2005 et 2008 ont affirmé avoir entendu des coups similaires à ce que Young avait rapporté. Le mystère perdure. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Peut-être était-ce simplement des bruits propres au vaisseau spatial, comme ceux que nos maisons peuvent parfois émettre pour diverses raisons. Nous avons souligné précédemment que le son ne pouvait pas se propager dans l'espace, mais cela n'empêche pas les bruits étranges. La mission Apollo 10 a été l'une des missions spatiales les plus importantes de tous les temps. Les astronautes ont donc dû s'assurer que tout allait bien avant de se lancer dans leur voyage d'exploration lunaire. 3 personnes participaient à cette mission: Thomas Stafford, John Young, le pilote du module de commande, et Eugene Cernan, pilote du module lunaire. Ils devaient effectuer des tests sur leur équipement en vue de la future mission Apollo 11. Les astronautes orbitaient autour de la Lune lorsqu'ils ont entendu de la musique provenant de quelque part. Ce n'était pas un concert d'Ed Sheeran. C'était plutôt comme un hurlement constant, suivi d'un sifflement à peine audible. Ils étaient terrifiés. Imaginez-vous trouver dans l'espace pour la première fois et entendre ces bruits étranges. Ils ont duré 1 heure entière. Les astronautes n'avaient jamais rien entendu de semblable. Le son semblait surnaturel et effrayant. Lorsqu'ils sont revenus sur Terre, ils ont hésité à partager leur expérience avec quiconque, tant elle était invraisemblable. Michael Collins, un astronaute de la mission Apollo 11, a plus tard admis avoir également entendu ce son. Mais il y a une sorte d'explication logique à tout cela. Des ingénieurs de la NASA ont affirmé que ce son qu'ils avaient tous entendu avait été causé par une interférence avec le système de communication. Vous pouvez donc vous détendre et jeter votre chapeau en papier d'aluminium à la poubelle. Mais avant cela, sachez qu'Hal Worden, un astronaute de la mission Apollo 15, a rétorqué que cette explication semblait peu probable. Ainsi, ne saurons-nous peut-être jamais ce qui a vraiment causé ce son. Leroy Chiao était le commandant de la Station spatiale internationale en 2005. Ayant passé longtemps dans l'espace,
il a été témoin de nombreuses choses effrayantes. Une rencontre particulière reste gravée dans la mémoire de son équipage. Chiao était alors assis dans la station spatiale, vaquant à ses occupations, lorsqu'il a soudainement aperçu une lumière du coin de l'œil. En y regardant de plus près, il a vu ce qui ressemblait à un V inversé, flottant et brillant dans l'espace. Le Roy a expliqué plus tard qu'il n'avait pas craint l'objet. Bien au contraire, il était extrêmement excité de le voir, bien qu'il n'ait eu aucune idée de ce que c'était. Son équipage a également aperçu l'étrange objet. Chiao était convaincu qu'il venait d'assister à une rencontre extraterrestre, et ses collègues pouvaient effectivement attester avoir vu quelque chose d'inexplicable. Les informations concernant cette rencontre sont répandues sur Internet, et beaucoup de gens restent sceptiques. Ça aurait pu être n'importe quoi. Avec plus de 10 000 satellites actuellement en orbite, il aurait facilement pu s'agir de l'un d'eux. Une autre théorie suggère que ces lumières auraient été le reflet d'un bateau de pêche sur Terre. Mais qui sait? Il pourrait y avoir une autre explication logique à ce phénomène. Les histoires d'horreur continuent, et celle-ci est particulièrement difficile à avaler, laissant à chacun le soin de juger de sa véracité. L'astronaute Alan Bean, le 4e homme à marcher sur la Lune, a affirmé avoir vu une forme étrange lors de la mission Apollo 12. Selon lui, c'était un objet brillant en forme de chaussure. Il est difficile de déterminer exactement ce qu'il a pu voir, car il est décédé en 2018. Cependant, le rover lunaire chinois Yutu-2 a également découvert une substance brillante sur la Lune. Les scientifiques spéculent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de gel, peut-être formé par un impact sur la surface lunaire, tel qu'une météorite ou un autre objet. Néanmoins, des recherches ultérieures pourraient nous fournir une explication plus précise à cette découverte intrigante. Ça peut sembler cruel, mais de nombreux pays ont envoyé des animaux dans l'espace avant d'y envoyer des gens. Prenez l'exemple de Miss Baker, un singe écureuil, ou de Ham le chimpanzé, et bien d'autres encore. Nombre de ces animaux sont revenus sur Terre sains et saufs et ont vécu heureux jusqu'à la fin de leur jour, comme Ham qui a vécu jusqu'à 26 ans. Cependant, tous n'ont pas eu cette chance. Les astronautes ressentent toujours un certain malaise lorsqu'ils voient des animaux flotter dans l'espace. Imaginez voir une chose pareille dans le vide obscur. Peu importe votre mental. Après cela, vous craindrez même votre ombre. C'est peut-être triste, mais c'était une étape essentielle de l'exploration spatiale. L'histoire d'horreur suivante nous vient de l'ingénieur spatial Moussa Manarov. Ce dernier a rencontré quelque chose qui a laissé les scientifiques perplexes. Alors qu'il filmait une vidéo dans l'espace, il a accidentellement saisi un objet brillant qui flottait au loin. Il avait une forme cylindrique, et Manarov a pensé qu'il s'agissait d'un morceau détaché de leur vaisseau spatial. Cependant, il ne pouvait en être certain car l'objet se déplaçait d'une manière unique. Quand on pense à une histoire effrayante dans l'espace, la première chose qui nous vient à l'esprit est une créature rampante à bord du vaisseau spatial ou un objet étrange flottant dans l'immensité du cosmos. Mais ces scénarios sont très improbables. Lorsque Chris Hadfield a été interrogé sur la chose la plus effrayante aperçue là-bas, il a répondu qu'il s'agissait des astéroïdes. Il y en a des milliers et les vaisseaux spatiaux sont constamment frappés. Il a révélé qu'il entendait constamment le son des astéroïdes s'abattant sur le sien. Il a également mentionné que les panneaux solaires de la navette étaient couverts de trous. Et vous ne savez jamais si un énorme astéroïde ne va pas frapper votre vaisseau spatial. Habituellement, lorsque nous regardons des photos d'astronautes dans l'espace, nous pouvons voir qu'ils sont attachés de quelque manière à leur vaisseau spatial. Mais il y a eu un astronaute courageux qui a fait un grand pas dans l'inconnu, sans aucun câble de sécurité pour le relier à sa navette. Cet homme courageux s'appelait Bruce McCandless, et il a fait cette prouesse en 1984. Comment est-il revenu, vous demandez-vous? Il a réalisé ce tour de force à l'aide d'un réacteur dorsal à l'azote, une unité à manœuvre manuelle de la NASA. Il a d'abord effectué des manœuvres d'essai dans la soute de Challenger. Ce n'est qu'après s'être assuré que tout fonctionnait bien que McCandless a décidé de se lancer et d'aller se balader à une centaine de mètres de la navette. Des statistiques un peu tristes. Sur les 430 personnes qui ont fait le saut dans l'espace, 18 ont malheureusement perdu la vie.
ce qui nous donne un taux de mortalité d'un peu plus de 4%. Au vu de ces chiffres, on peut affirmer que les navettes spatiales sont des moyens de transport très peu sûrs, c'est évident. Mais clarifions un peu les choses. Si nous calculons mieux ces chiffres, nous pouvons obtenir un pourcentage plus faible. Comment ? Eh bien, 4% est un peu trompeur, parce qu'avec ce calcul, nous prenons en compte tous les vols spatiaux. Or, certaines personnes ont effectué plusieurs vols, ce qui réduit la probabilité. Avec plus de 600 sièges occupés lors de 113 vols, le véritable taux de mortalité des missions est en fait plus proche de 2%. Testons maintenant votre culture générale, voulez-vous ? Quel a été le premier être vivant envoyé dans l'espace ? Vous avez répondu un singe ? Vous vous trompez. Pour ceux qui ont répondu un chien, désolé, ce n'est pas correct non plus. Le 9 juillet 1946, des drosophiles ont été les premiers êtres vivants à se rendre dans l'espace lors d'un vol suborbital à bord d'une fusée V2. Le 20 février 1947, ces petites bêtes sont revenues saines et sauves de leur voyage, ouvrant ainsi la voie à l'exploration humaine de l'espace. Avant d'envoyer des mammifères en mission, comme le singe Rhesus Albert II en 1959, ou les célèbres chiens de l'espace, les scientifiques ont passé beaucoup de temps à étudier les mouches à fruits pour voir comment elles réagissaient aux radiations et aux conditions de voyage. Les chercheurs avaient commencé à utiliser des drosophiles pour leurs expériences dès les années 10. Vous savez pourquoi ? Parce que les humains partagent un grand nombre de gènes avec ces petites bestioles. Imaginez que vous entendiez une musique effrayante lorsque vous êtes plongé dans l'obscurité et qu'il n'y a personne pour vous aider. Imaginez maintenant à quel point les astronautes qui ont entendu cette musique inquiétante dans leur navette ont pu être bouleversés. Quelques mois avant leur atterrissage sur la Lune, les astronautes de la mission Apollo 10 étaient en orbite autour de notre satellite, en train de tester leur équipement lorsqu'ils ont entendu d'étranges bruits. Eugene Cernan, en plaisantant, a remarqué que ces bruits étaient sinistres et qu'ils ressemblaient à une musique bizarre. À ce moment-là, les astronautes n'avaient pas de contact avec le centre de contrôle. Ils se trouvaient près de la face cachée de la Lune. Ces bruits ressemblaient à la bande sonore d'un film de science-fiction. Mais la NASA a décidé de ne pas en faire grand cas, voulant protéger la santé mentale des astronautes. Malgré des années de spéculation, les théories allant de l'interférence radio à l'activité de particules chargées, la source des bruits reste inconnue. Cernan a remarqué plus tard que personne à bord n'avait pris ces bruits au sérieux et qu'ils ne les avaient pas signalés après la mission. Il y a de fortes chances que nous ayons déjà reçu des messages de nouveaux amis venus d'autres galaxies, mais que nous n'ayons pas réussi à les comprendre. En août 1997, des astronomes utilisant le radiotélescope Big Ear de l'Université de l'Ohio ont capté un étrange signal radio à bande étroite, provenant de la constellation du Sagittaire, qui a duré 72 secondes. Ce signal bourdonnait à une fréquence de 1420 MHz, ce qui est significatif car cela correspond aux émissions naturelles de l'hydrogène. Cette fréquence avait été signalée par les scientifiques près de 20 ans plus tôt comme un choix probable pour les civilisations extraterrestres qui tenteraient de nous contacter. Ils l'ont appelé le signal WOW. Après que l'un des astronomes se soit ainsi exclamé par écrit sur son relevé, nous n'avons plus jamais entendu ce signal, et personne n'a été en mesure d'expliquer son origine de manière satisfaisante. Après avoir passé environ 1 mois dans l'espace, les astronautes commencent à perdre beaucoup de peau sous les pieds, en particulier les callosités coriaces qu'ils ont accumulées au fil du temps. Un astronaute a même appelé le centre de contrôle de la mission un peu paniqué lorsqu'il a remarqué qu'un morceau de son talon se détachait littéralement. Mais pas d'inquiétude. Au fur et à mesure que les vieilles callosités disparaissent, il en apparaît assez vite de nouvelles sur le dessus des pieds. Cela permet aux astronautes de bien s'accrocher aux appuis, un peu comme des trapézistes de l'espace. Voir du sang dans ses urines est effrayant. En apesanteur, le sang ne descend pas dans le bas du corps de la même manière que sur Terre. Cela peut conduire à des situations un peu effrayantes dans les navettes. Les pulsions naturelles sont universelles, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles les astronautes ne peuvent pas utiliser les toilettes traditionnelles dans l'espace. Tout d'abord, l'eau est une ressource extrêmement précieuse à bord d'un véhicule spatial. Deuxièmement,
Il n'y a pas d'écoulement gravitationnel de l'eau dans l'espace. L'eau potable à bord d'une station spatiale est contenue dans des poches et on se désaltère différemment que sur Terre. En apesanteur, un dispositif spécial, avec aspiration et sac jetable, est utilisé pour la collecte des déchets, le stockage étant évacué tous les 10 jours. En outre, les navettes sont équipées de systèmes complexes conçus pour recycler et filtrer les déchets liquides et les convertir en eau utilisable pour les besoins quotidiens des astronautes. Comme si tout cela n'était pas suffisant, le fait de passer une période prolongée à flotter dans l'espace pose un autre problème. Le corps peut perdre ses bourses séreuses, ces petits coussins que l'on trouve entre les articulations de la hanche. Si cela ne pose pas de problème immédiat dans un environnement sans gravité, le retour sur Terre peut transformer le simple fait de s'asseoir, que ce soit sur une chaise ou sur des toilettes, en une véritable torture. Les mouvements de fluide qui contribuent aux problèmes sanguins ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent également faire des ravages dans les sinus des astronautes, créant une sensation constante de congestion. C'est comme si l'on vivait en permanence dans une pièce étouffante, sans pouvoir se soulager. Ainsi, il y a de nombreux défis à relever lors d'un voyage spatial de longue durée, une expérience aussi difficile qu'excitante. Un autre défi auquel les astronautes sont confrontés est la perte de vision, également connu sous le nom de syndrome oculaire, ce qui semble tout à fait scientifique. Bien que la cause exacte reste un peu mystérieuse, on pense que la pression supplémentaire exercée sur le cerveau peut endommager la rétine et le nerf optique. Et voici un fait amusant. Cette maladie touche surtout les hommes. Par ailleurs, vous pourriez penser que fermer les yeux dans l'espace équivaut à se plonger dans le noir, mais ce n'est pas le cas. En raison des niveaux élevés de rayonnement, les astronautes voient encore de vives lumières traverser certaines parties de leurs orbites. C'est un phénomène assez étrange qui les tient sur le qui-vive, même les yeux fermés. Passons à la vitesse supérieure et parlons de la santé des os dans l'espace. Il s'avère que l'apesanteur peut vraiment faire des ravages sur le squelette des astronautes. Ils peuvent perdre jusqu'à 2% de leur masse osseuse chaque mois, ce qui est assez incroyable. Mais la bonne nouvelle, les chercheurs ont mis au point de nouveaux exercices qui les aident à lutter contre la perte de masse osseuse. Ainsi, même si les voyages dans l'espace ne sont pas sans poser de problèmes, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour que nos astronautes restent en pleine forme pendant qu'ils explorent l'univers. L'effondrement terminal est une théorie intéressante sur la façon dont l'univers pourrait prendre fin. Il s'agit en fait de l'inverse du Big Bang. Imaginez que l'univers s'étende pendant des siècles et des siècles, puis qu'il freine et commence à s'effondrer sur lui-même, peut-être même en formant un énorme trou noir. Les scientifiques étudient cette question en se penchant sur la densité de l'univers. S'il est trop dense, un tel effondrement pourrait réellement se produire. Au début, on pensait que la gravité finirait par prendre le dessus et arrêterait l'expansion due au Big Bang. Mais nous avons ensuite découvert cette chose mystérieuse appelée énergie noire, qui accélère en réalité cette expansion. De ce fait, il semble que l'effondrement terminal soit peu probable. À l'heure actuelle, toutes les données indiquent que l'énergie noire est là pour rester, et que l'univers va donc continuer à s'étendre indéfiniment. À première vue, on pourrait penser que le Soleil brûle. Ce n'est toutefois pas le cas, car la combustion de notre étoile n'est pas de nature chimique, mais repose sur la fusion nucléaire. Le Soleil ne risque donc pas de manquer d'oxygène ou d'interrompre sa combustion, puisqu'il n'utilise pas d'oxygène pour brûler. Contrairement à la combustion du carbone qui nécessite de l'oxygène, ce processus s'arrête en l'absence de ce dernier. Prenez l'exemple d'une bougie. Si vous la couvrez, elle n'aura plus accès à l'oxygène et cessera de brûler. En revanche, la fusion nucléaire consiste à fusionner les noyaux d'atomes pour former de nouveaux noyaux plus massifs, ce qui entraîne la transformation de ces atomes en de nouveaux éléments. Ce processus ne requiert ni oxygène ni aucune autre substance. Il suffit d'une pression ou d'une température suffisamment élevée pour rapprocher les noyaux des atomes, permettant ainsi de surmonter leur répulsion électrostatique et de les fusionner en un seul noyau. En 2011, 2 équipes d'astronomes ont découvert un immense nuage d'eau flottant dans l'espace. Il s'agit du plus grand et du plus lointain réservoir jamais détecté dans l'univers. Ce nuage de vapeur d'eau entoure un gigantesque trou noir, appelé quasar, situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre.
l'environnement qui règne autour de ce quasar est probablement unique, produisant d'énormes quantités d'eau par la collision des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau présente sur notre planète, ce qui pourrait fournir à chaque être humain l'équivalent de 20 000 planètes en eau. Plus impressionnant encore, les astronomes estiment que ce nuage d'eau s'est formé à peine 1,6 milliard d'années après la naissance de l'univers. Pour les scientifiques, c'est une preuve supplémentaire que l'eau est omniprésente dans l'univers et existait dès ses débuts. Avant cette découverte, on n'avait jamais observé de vapeur d'eau aussi loin dans l'univers primitif. Bien que notre galaxie, la Voie lactée, contienne également de l'eau, la majorité de cette eau se trouve sous forme de glace. L'eau n'est pas la seule substance à flotter dans l'espace, on y trouve également de l'alcool. En 2009, des chercheurs examinant un vaste nuage de gaz et de poussière au centre de notre galaxie ont fait une découverte surprenante. La présence de formiate d'éthyle, une molécule responsable de l'arôme sucré des framboises. Ils ont également identifié une autre région intéressante, riche en alcool éthylique, le même que l'on retrouve dans de nombreuses boissons. Au pôle nord de Saturne, une tempête énigmatique fait rage. D'une taille gigantesque, elle s'étend sur une superficie plus vaste que celle de notre planète et présente un motif hexagonal déconcertant. À ce jour, l'origine de cette forme inhabituelle demeure inexpliquée. Découvert pour la première fois en 1987, cet hexagone est resté caché dans l'obscurité jusqu'à ce que la lumière du Soleil le révèle à nouveau. Peu après, la sonde Cassini, spécialement conçue pour l'exploration du système saturnien, a capturé une série d'images saisissantes, ainsi qu'une vidéo de cette tempête hexagonale. Il s'est avéré que sa taille était colossale, avec une profondeur estimée à environ 290 km. L'œil de la tempête est 50 fois plus grand que celui des tempêtes typiques sur Terre. De plus, elle change progressivement de couleur, passant du bleu au doré. Des vents composés d'hydrogène et d'ammoniac encerclent la tempête, atteignant une vitesse de plus de 480 km/h. Elle possède plusieurs centres, dont certains tournent dans le sens horaire et d'autres dans le sens inverse. Le plus grand vortex, qui paraît blanc, est 2 fois plus massif qu'un ouragan ordinaire sur Terre. Quant à l'hexagone en lui-même, il s'agit d'un courant jet formé de gaz atmosphérique. Les spécialistes le décrivent comme un simple courant fait d'air et de phénomènes météorologiques. Un détail intrigant réside dans la présence d'un vortex à une altitude supérieure à celle des nuages de Saturne, ressemblant à une structure imposante. Les aurores de Saturne, provoquées par le champ magnétique de la planète, se situent au-dessus de l'hexagone, ajoutant une touche onirique à son apparence. Des astronomes ont découvert un gigantesque volcan potentiellement actif près de l'équateur de Mars, qui était littéralement à découvert mais resté inaperçu. Ce volcan est ancien et fortement érodé, mais semble encore en activité. Il pourrait même subsister des traces de glaciers à sa base. Cette découverte ouvre la voie à un site prometteur pour la recherche de vie et constitue également une destination potentielle pour de futures explorations, tant humaines que robotiques. La structure n'a pas encore reçu de nom officiel et est provisoirement désignée sous le nom de volcan Noctis. Elle culmine à 9000 mètres et s'étend sur une distance impressionnante de 450 km. Une telle envergure suggère que le volcan est actif depuis une période prolongée. Dans sa partie sud-est, on observe un mince dépôt volcanique récent, et il est possible que de la glace subsiste encore en dessous. À environ 700 millions d'années-lumière de la Terre se trouve un immense vide, dépourvu de galaxies, d'étoiles, de planètes ou d'astéroïdes. Un néant total. Ce vide, de forme vaguement sphérique, mesure environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait y tenir des milliards de fois. Ce phénomène est connu sous le nom de « vide du Bouvier », situé dans la constellation du même nom. C'est le laboureur qui conduit les 7 bœufs du Septentrion. Initialement surnommé le Grand Rien,
il a par la suite reçu son nom actuel. Aujourd'hui, nous savons que les galaxies forment une structure semblable à une toile géante. La majorité d'entre elles appartiennent à de longues formations appelées filaments, qui traversent l'univers et se rencontrent pour créer des zones de forte densité, connues sous le nom d'amas de galaxies. Cependant, entre ces amas et ces filaments se trouvent d'immenses vides, presque totalement dépourvus de galaxies. Ces vides représentent près de 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont gigantesques, mesurant de 30 à 300 millions d'années-lumière de diamètre. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs, au point d'être qualifié de supervide. Les astronomes estiment qu'il pourrait être le fruit de la fusion de plusieurs vides plus petits. Il existe une planète en diamant qui orbite autour d'une étoile dans la constellation du Cancer et accomplit une rotation complète en seulement 18 heures terrestres. Ce corps céleste porte le nom scientifique de 55 Cancri E. Son rayon est 2 fois plus grand que celui de la Terre, et sa masse est 8 fois supérieure. Cette planète est extrêmement chaude, avec des températures sur sa face éclairée, pouvant atteindre près de 2760 degrés. Ce qui est encore plus fascinant à propos de 55 Cancri E, c'est que, d'après certains spécialistes, au moins un tiers de sa masse pourrait être constitué de diamants. Cela correspond à environ 3 fois la masse de notre planète. Imaginez, une véritable fortune flottant là-bas dans l'espace. Vous vous demandez combien cette planète pourrait valoir? Eh bien, quelqu'un l'a déjà calculé. Le chiffre est tout simplement astronomique, sans mauvais jeu de mots. La valeur estimée s'élève à 26,9 quintillions de dollars. Et si ce chiffre vous semble aussi abstrait qu'à nous, il s'agit de 26,9 suivi de 30 zéros. À titre de comparaison, l'un des diamants les plus chers jamais découverts sur Terre est le Cullinan. Sa valeur atteint 2 milliards de dollars, et son poids d'origine était de 3106,75 carats, soit plus de 620 grammes. Ce diamant reste le plus grand jamais trouvé à l'état brut. Par la suite, il a été découpé en plusieurs pierres plus petites. La plus grande d'entre elles est le Cullinan A, également appelé l'étoile d'Afrique, qui pèse environ 530 carats. Mais à côté de la planète diamant, même ce joyau colossal paraît dérisoire. Les nébuleuses sont d'immenses nuages de gaz et de poussière, et certaines arborent des formes étonnamment inhabituelles, presque comme si elles avaient été façonnées ainsi intentionnellement. Au fil du temps, la gravité attire et regroupe ces amas de gaz et de poussière, les faisant grandir et renforçant leur champ gravitationnel. Finalement, lorsque la masse devient suffisamment importante, elle s'effondre sous son propre poids et donne naissance à de nouvelles étoiles. Parmi les nébuleuses les plus spectaculaires, on trouve la nébuleuse du Papillon, dont l'envergure excède les 3 années-lumière. La structure interne de cette nébuleuse est l'une des plus complexes jamais observées. L'étoile centrale, une naine blanche, atteint une température incroyable de 250 000 degrés, ce qui suggère qu'elle provient d'une étoile massive, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. Cette naine blanche est entourée d'un épais disque de gaz et de poussière à l'équateur, ce qui donne à la nébuleuse son apparence distinctive de sablier ou de papillon. La nébuleuse de la Lyre ressemble à un immense nuage de poussière et de gaz entourant une étoile ancienne et presque éteinte. À première vue, elle ressemble à un anneau, mais les astronomes affirment qu'elle est bien plus que cela. C'est plutôt un beignet fourré. Cet objet coloré, situé à plus de 2000 années-lumière de la Terre, ressemble en fait à une ceinture enveloppant une structure bleue de forme sphérique. Chaque extrémité de cette structure dépasse des côtés opposés de l'anneau. Les piliers de la création ressemblent à quelque chose d'un autre monde. Voyez par vous-même. Ils se trouvent à 7000 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle, un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années. À l'échelle spatiale, ce sont des bébés. Le télescope spatial Hubble a réussi à capturer l'image de plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Et maintenant, vous pouvez les contempler de vos propres yeux. Ce sont les fameux piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Admirez plutôt cette image célèbre. Les couleurs bleues représentent l'oxygène, le rouge correspond au soufre,
et le vert indique la présence d'hydrogène et d'azote. Les piliers sont aussi baignés d'une lumière ultraviolette provenant d'un amas voisin de jeunes étoiles. Malheureusement, les vents de ces étoiles érodent lentement mais sûrement ces magnifiques tours de gaz et de poussière. Loin dans l'espace, une galaxie fantomatique et extrêmement ancienne flotte seule. Elle brille d'une faible lueur stellaire et n'a pratiquement pas changé depuis des milliards d'années. Les astronomes ne savent ni pourquoi elle est là, ni comment elle s'est formée. Voici DGSat I, une galaxie fossile. Elle est aussi grande que la Voie lactée mais presque invisible, car ses étoiles sont extrêmement dispersées. Ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle est isolée, contrairement aux autres galaxies de ce type qui se trouvent généralement en amas. Cela pourrait indiquer que DGSat I s'est formé à une époque différente, probablement à peine 1 milliard d'années après le Big Bang. Si c'est vrai, cette galaxie est un véritable fossile stellaire. Les astronomes ont découvert le trou noir stellaire le plus grand jamais observé dans notre Voie lactée. Ce nouveau monstre spatial est 33 fois plus massif que le Soleil et se trouve à 2000 années-lumière de nous. Jusqu'à récemment, le plus grand trou noir stellaire connu dans notre galaxie était environ 20 fois plus gros que notre étoile. Et en comparaison, un trou noir stellaire moyen a généralement une masse d'environ 10 fois celle du Soleil. Les scientifiques ont repéré ce trou noir géant après avoir observé une étoile qui vacillait en orbite dans cette zone. Ce trou noir a été baptisé Gaia BH3. Sa proximité avec la Terre en fait le deuxième trou noir le plus proche de notre planète jamais découvert. Le plus proche se nomme Gaia BH1 et se situe à environ 1560 années-lumière de nous. Ce voisin étonnamment proche a une masse d'environ 9,6 fois celle du Soleil, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus petit que le trou noir nouvellement découvert. Gaia BH3 se trouve dans la constellation de l'Aigle. Vue depuis la Terre, elle évoque la silhouette d'un aigle majestueux. Ce qui surprend, c'est que les astronomes ne s'attendaient pas à découvrir un trou noir aussi massif et aussi proche de la Terre, resté invisible pendant si longtemps. Regardez cette fascinante exoplanète. Elle ressemble à un œil énorme flottant dans l'espace. Mais ce n'est pas le plus intrigant. Découverte en 2017, LHS M140b est l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Cette exoplanète pourrait abriter un océan global recouvert de glace, dont l'Iris, une immense région de 4000 km de diamètre, fixe en permanence son étoile hôte. Elle possède un rayon 73% plus grand que celui de la Terre et une masse 5,6 fois plus grande, faisant d'elle un monde potentiellement habitable. Cette planète œil géant tourne bien plus près de son étoile que ne le fait la Terre. Elle n'a besoin que de 25 jours pour boucler une orbite entière. Si son étoile ressemblait à notre Soleil, une telle proximité rendrait l'apparition de la vie impossible. Mais il s'agit d'une naine rouge froide et peu lumineuse, ce qui place l'exoplanète dans la zone habitable de son étoile, où l'eau ne gèle pas entièrement ni ne s'évapore complètement. Actuellement, LHS M140b semble être l'une des meilleures candidates pour abriter la vie dans notre voisinage cosmique. Les éruptions solaires sont des bouffées intenses de rayonnement électromagnétique pouvant durer de quelques minutes à plusieurs heures. Elles surviennent lors de perturbations magnétiques à la surface du Soleil, lorsque les lignes de champ magnétique s'entrelacent et se brisent, libérant de grandes quantités d'énergie, y compris des rayonnements ultraviolets et des rayons X dévastateurs. Ces lignes apparaissent dans les taches solaires, des régions plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, formées par des champs magnétiques remontant des profondeurs de notre étoile. Quant aux éjections de masse coronale déclenchées par ces éruptions solaires, elles sont projetées dans l'espace et peuvent frapper planètes, satellites
et tout objet sur leur chemin. Lorsqu'elles atteignent la Terre, elles provoquent des tempêtes géomagnétiques qui, en plus de créer de magnifiques aurores polaires, peuvent causer des pannes de réseaux électriques et des dysfonctionnements de satellites. Tous ces phénomènes solaires extrêmes, éjection de masse coronale, taches et éruptions solaires, s'intensifient considérablement durant le pic du cycle d'activité solaire de 11 ans, connu sous le nom de maximum solaire. À l'approche de ce pic, l'activité du Soleil augmente fortement. Il projette d'énormes quantités de plasma en fusion, émet des flux puissants de radiation et fait apparaître des taches solaires de dimension planétaire. Initialement, les experts prévoyaient que le cycle solaire actuel atteindrait son apogée en 2025. Toutefois, au vu de l'augmentation récente du nombre de taches, de la fréquence des tempêtes solaires intenses et d'autres phénomènes rares, il semble que ce maximum puisse survenir plus tôt que prévu. Cette planète, dénommée WASP 193b dans le domaine scientifique, est si légère qu'on la compare souvent à un morceau de peluche. Surnommée la planète Barbe à Papa, elle se situe à environ 1200 années-lumière de la Terre. Bien que nous ne puissions l'observer directement, les scientifiques estiment que cette planète ressemble à une version plus grande et plus volumineuse de Jupiter. Elle possède une densité extrêmement faible, rendue d'autant plus particulière par sa température élevée et la luminosité infrarouge de son étoile hôte. À noter que son rayon n'est supérieur que de 46% à celui de Jupiter, tandis que sa masse ne représente que 14% de celle de notre géante gazeuse, ce qui en fait un cas atypique parmi les planètes connues. Un gros plan sur cette planète suffit à illustrer sa nature vaporeuse, cotonneuse presque. Il serait absolument impossible de se tenir sur sa surface, même si vous parveniez à l'atteindre. Ce type de planète est exceptionnellement rare, et cette légèreté inhabituelle pourrait être due à l'influence de son étoile, qui la réchauffe et la dilate, à la façon d'un marshmallow trop grillé près d'un feu de camp. Grâce à sa densité extraordinairement basse, WASP 193b se distingue parmi les plus de 5000 exoplanètes découvertes à ce jour, apparaissant comme une véritable anomalie dans le vaste catalogue des mondes extrasolaires. Des explosions étranges aux teintes bleues vives surgissent ça et là dans l'univers, captivant l'attention des astronomes. Ce phénomène rare et d'une puissance exceptionnelle porte un nom savant: transitoire, optique, bleu rapide. Curieusement, ce phénomène ne se comporte comme rien de ce que nous connaissons, et les choses ont pris une tournure encore plus inattendue lorsque le dernier en date s'est produit dans une région improbable. Pour bien saisir ce qui s'est passé l'an dernier, il nous faut de remonter un peu dans le temps. Ce type d'explosion inhabituelle a été observé pour la première fois en juin 2018. L'éruption bleue, située à environ 200 millions d'années-lumière de la Terre, a été surnommée The Cow. Bien entendu, cet événement n'avait rien à voir avec une vache, mais il présentait une configuration insolite. À l'époque, cette explosion se distinguait comme l'événement le plus asymétrique jamais détecté par les astronomes, se déployant dans l'espace sous une forme aplatie semblable à celle d'une crêpe, contrairement à la forme sphérique attendue. Ce phénomène rappelle une supernova, une explosion cosmique courante qui survient lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire et s'effondre sous sa propre gravité. Cependant, les chercheurs ont relevé 3 distinctions majeures. Premièrement, ce phénomène est bien plus puissant qu'une supernova ordinaire. Lorsqu'il se manifeste, l'éclair bleu libère plus d'énergie qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'étoiles comparables au Soleil. Deuxièmement, il est beaucoup plus rapide. L'explosion atteint sa luminosité maximale et disparaît en quelques jours, alors qu'une supernova peut nécessiter des semaines, voire des mois, pour disparaître complètement. Enfin, troisième différence, ces éclats bleus peuvent être d'une luminosité bien plus intense. Ces objets énigmatiques sont considérés comme le phénomène optique le plus lumineux connu dans l'univers. Mais contrairement à une supernova classique, il semble qu'aucun élément radioactif ne soit à l'origine de cette brillance. Cela implique donc que l'énergie provient d'une autre source. Mais la question demeure, de quelle source s'agit-il ? Les scientifiques sont encore loin d'avoir percé tous les mystères entourant ce phénomène. Depuis qu'il a été observé pour la première fois, des investigations approfondies sont en cours, et 15 télescopes à travers le monde scrutent en permanence le ciel pour le détecter. Depuis 2018, ces explosions extrêmes ont été observées environ une fois par an. Ainsi, bien qu'elles soient rares,
elles ne sont pas aussi exceptionnelles qu'on pourrait le penser. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'existence de ces transitoires optiques rapides. La plus plausible est qu'il s'agirait d'un résidu stellaire. Autrement dit, ce qui subsiste lorsqu'une étoile arrive à la fin de son cycle. Les deux principaux candidats sont une étoile à neutrons ou un trou noir, émettant des radiations à des vitesses proches de celles de la lumière. La théorie suggère qu'il s'agirait d'une étoile massive, bien plus imposante que celles qui donnent naissance aux supernovas habituelles. Au moment où cette étoile commence à s'effondrer, il serait logique qu'elle laisse un trou noir derrière elle. Si cette étoile gigantesque refuse de quitter l'univers discrètement, elle pourrait former un disque d'accrétion tourbillonnant autour du trou noir, constitué de gaz, de poussière et d'autres matières. Ce disque pourrait projeter des jets de matière à des vitesses extrêmement élevées, semblables à de puissants jets cosmiques. Cela pourrait correspondre précisément à ce que nous observons sous la forme de ces brusques éruptions lumineuses. Cependant, cela reste une théorie parmi d'autres. La véritable cause de ces explosions demeure un mystère, nécessitant encore de nombreuses observations et analyses. Les chercheurs considèrent que comprendre un tel phénomène représente une véritable aubaine, car il s'agit là d'un résidu stellaire loin d'être inactif, mais au contraire en pleine effervescence. Depuis que ce phénomène a été repéré pour la première fois, toutes les occurrences similaires observées par nos télescopes se sont produites dans le même type de région. Autrement dit, ces explosions avaient toujours lieu dans les bras spiraux de différentes galaxies. Cependant, l'année dernière, la situation a changé. En avril 2023, le télescope spatial Hubble a surpris les scientifiques en capturant des images de ce même type d'explosion inhabituelle. Mais cette fois-ci, en plein milieu de l'espace intergalactique. Contrairement aux attentes, cette explosion ne s'est pas produite à l'intérieur d'une galaxie, mais dans l'espace entre deux d'entre elles, à environ 50 000 années-lumière d'une grande galaxie spirale et à 15 000 années-lumière d'une plus petite. Cet événement a été baptisé The Finch. C'est bien notre veine. Alors que nous commencions à entrevoir des réponses, l'apparition du phénomène Finch dans une localisation aussi inattendue est venue bouleverser nos certitudes. Il se pourrait donc qu'il existe une autre explication. Suite à cette découverte, les spéculations ont rapidement émergé. L'une des hypothèses avancées suggère qu'il pourrait s'agir d'une collision entre deux étoiles à neutrons se déplaçant loin de leur galaxie d'origine. Ces deux astres auraient pu s'attirer en spirale pendant des milliards d'années avant d'entrer en collision. Lors de cette collision, elles auraient produit une explosion 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Pour valider cette hypothèse, l'une des étoiles à neutrons devrait posséder un champ magnétique très puissant, ce qui amplifierait l'explosion. Une autre possibilité envisagée est que l'explosion résulte d'une étoile déchirée par un trou noir, dont la masse représenterait entre 100 et 1000 fois celle du Soleil. Bien que de nombreuses questions demeuraient sans réponse, une chose est certaine. Le Finch est bel et bien un transitoire optique bleu rapide. Hormis l'emplacement inhabituel de son apparition, ce phénomène présente toutes les caractéristiques requises pour être classé ainsi. Une luminosité exceptionnelle et une vitesse fulgurante, avec une origine encore extrêmement difficile à élucider. Par ailleurs, les observations des télescopes Gemini South, de l'Observatoire de rayons X Chandra et du radiotélescope Very Large Array ont confirmé cette classification. L'ajout de ces nouvelles données ne fait que compliquer davantage les efforts des chercheurs pour discerner un éventuel schéma dans cet ensemble de phénomènes. Le Finch n'est pas le seul phénomène inhabituel de cette catégorie. Revenons un an en arrière, en 2022. Une explosion bleue a été détectée en septembre, et elle a été surnommée le diable de Tasmanie. Comme les autres événements similaires, cette explosion bleue est apparue et s'est estompée très rapidement. Puis, un événement mystérieux s'est produit. Exactement 100 jours plus tard, les observateurs qui continuaient à suivre le phénomène ont eu droit à un cadeau de Noël anticipé, une nouvelle éruption, aussi brillante et fascinante que la première. Incroyable. Cela signifie que nous parlons de deux explosions étranges et similaires, survenues au même endroit et dans un laps de temps rapproché. C'était une première dans le domaine. Très vite, 13 télescopes à travers le monde, dont l'un équipé d'une caméra à haute vitesse, se sont focalisés sur le phénomène du diable de Tasmanie. En l'espace de 120 jours, ils ont réussi à capturer 14 autres impulsions lumineuses irrégulières.
Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il prouve que, loin de se manifester une seule fois pour disparaître comme prévu, le diable de Tasmanie a continué à émettre des explosions d'énergie comparables à celles d'une supernova, à maintes reprises. Imaginez une telle puissance. Ce scénario continue de captiver la communauté scientifique, car il repousse les limites de la physique. Non seulement en raison de cette production d'énergie extrême, mais aussi à cause des éclats de courte durée. Pour vous donner une idée, ces éruptions lumineuses durent de 10 minutes à environ 4 heures. Et croyez-moi, à l'échelle de l'univers, c'est prodigieusement rapide. C'est la seule fois qu'une saison prolongée de cet événement a été observée. Toutefois, après réflexion, les avis au sein de la communauté scientifique sont partagés. D'un côté, certains pensent que le diable de Tasmanie pourrait être un événement totalement unique. De l'autre, il est possible que ce soit simplement la première fois que nos télescopes l'ont observé sous un angle aussi direct. Pour approfondir notre compréhension de ce phénomène, les scientifiques ont besoin d'étudier un plus grand nombre d'échantillons. Tous les espoirs reposent comme désormais sur le futur observatoire Vera C. Rubin, en cours de construction au Chili. Il sera équipé d'un télescope de 8 mètres de diamètre et de la plus grande caméra numérique jamais conçue pour ce type d'observation. Selon la NASA, cette technologie pourrait enfin apporter des réponses sur ces mystérieuses explosions bleues. Nous avons de quoi nous réjouir, car cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans notre compréhension de l'évolution stellaire. As-tu déjà entendu parler de l'étoile en diamant dont la valeur surpasse celle de toutes les richesses de la Terre, ou de ces étoiles scintillantes dont la surface est faite de fer solide? Jetons un coup d'œil à ces étranges astres et essayons de percer leur mystère. Il y a une étoile dans la constellation du Centaure que l'on a surnommée Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, c'est bien le titre d'une chanson des Beatles. On a découvert que cette étoile contenait un diamant massif en son cœur. Mais tu te demandes peut-être quelle est la taille réelle de ce diamant. Eh bien, on l'estime à environ 10 milliards de billions de carats. Un 1 suivi de 34 zéros. Pour mettre cela en perspective, le diamant Hope, l'un des plus gros diamants sur Terre, ne fait que 45,5 carats. Peux-tu imaginer la taille de la bague que tu pourrais fabriquer avec ce diamant stellaire? Et il a à peu près la même masse que notre Soleil. Mais ne t'emballe pas trop vite à l'idée de posséder ce diamant. Même si tu étais Jeff Bezos, tu ne pourrais pas te l'offrir. Selon Ronald Winston, PDG de la société Harry Winston, la taille de ce diamant risquerait de faire chuter les cours du marché. Tu devras donc te contenter d'une bague de fiançailles beaucoup plus petite. Une chose intéressante à propos de Lucy in the Sky with Diamonds est qu'elle est incroyablement dense. Sa masse est celle du Soleil, mais à l'intérieur d'un diamètre équivalent à un tiers de celui de la Terre. Comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte à chaussures. Et pourtant, malgré cette taille imposante, elle est relativement froide, avec une température centrale d'environ 6649 degrés Celsius seulement. En comparaison, la température centrale de notre Soleil est d'environ 15 millions de degrés. Depuis la découverte de Lucy in the Sky with Diamonds, on a trouvé plusieurs autres étoiles cristallisées, dont certaines ont un cœur de diamant de la taille de la Terre. Cela prouve bien que l'univers est plein de surprises, et qu'on ne sait jamais quel genre de trésor on découvrira dans la vaste étendue de l'espace. Nous avons trouvé d'autres curieuses étoiles. Il y a beaucoup de choses étranges et inexpliquées dans l'espace. Prenons l'exemple de Vega. Vega, qu'on appelle aussi Alpha Lyrae, est une étoile située dans la constellation de la Lyre. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et elle est facilement visible à l'œil nu dans la plupart des régions du monde. Pour nous, habitants de l'hémisphère nord, Vega est une belle étoile lumineuse. Mais nous avons découvert l'un de ses secrets. Elle est en fait un peu écrasée. Sa vitesse de rotation fait qu'elle se renfle à l'équateur, comme si elle avait un peu de ventre. Elle tourne une fois toutes les 12,5 heures, ce qui est assez rapide pour une étoile.
et elle projette de la matière autour d'elle. C'est un peu comme si elle faisait du hula hoop. Cette matière étant assez éloignée de son centre, elle subit donc moins la gravité, ce qui la refroidit et l'assombrit. On appelle ça assombrissement par la gravité. Vega est donc le pire cauchemar d'un conseiller en fitness cosmique. Pour nous qui l'observons, elle paraît toujours ronde, parce que nous la regardons depuis l'extrémité du pôle de la Terre. Si nous l'observions depuis un autre angle, nous aurions une vue très différente. Et nous nous demanderions si Vega ne se goinfre pas de beignets cosmiques quand nous lui tournons le dos. Mais même si nous nous moquons un peu de son tour de taille, il est indéniable que Vega reste l'une des étoiles les plus fascinantes de notre galaxie. Mais tu peux voir quelque chose de vraiment brillant? Que dirais-tu d'une supernova? Les supernovas sont de gigantesques explosions qui se produisent lorsque les étoiles atteignent la fin de leur vie. C'est comme le bouquet final d'un feu d'artifice, mais à l'échelle cosmique. Elle libère plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'étoile que nous allons voir maintenant. Un objet céleste nommé IPFT I4HLS. Mais il y a un hic. Il ne s'agit pas d'une supernova ordinaire. Cette étoile a bien explosé en 2014 et a commencé à s'éteindre comme attendu. Mais elle a ensuite recommencé à briller. Tu parles d'une entrée en scène. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a continué à s'éteindre, puis à s'illuminer au moins 5 fois au total. Un peu comme un yo-yo. C'est comme si elle n'arrivait pas à décider si elle voulait continuer à briller ou s'éteindre pour toujours. En outre, lorsque les scientifiques ont mesuré le spectre de cette supernova, ils ont constaté qu'elle évoluait 10 fois plus lentement que les autres étoiles. Peut-être qu'elle souhaite simplement profiter un peu de sa vieillesse. En somme, cet objet est un véritable mystère. Mais ce n'est pas la seule étoile souffrant du syndrome 2 en 1. À première vue, MY Camelopardalis semble assez ordinaire. Mais en y regardant de plus près, les astronomes ont découvert qu'il s'agissait en fait de 2 étoiles. Elles tournent l'une autour de l'autre à plus de 950 000 km/h. Il s'agit d'un système stellaire binaire à contact, ce qui signifie que les étoiles sont si proches l'une de l'autre qu'elles partagent une enveloppe commune. En d'autres termes, elles sont si proches qu'elles se bécotent, littéralement. Ces Roméo et Juliette célestes sont l'une des étoiles binaires les plus massives que l'on connaisse. Elles pèsent respectivement 32 et 38 masses solaires. Et nos astronomes pensent qu'elles pourraient être sur le point de fusionner. Ce qui signifie qu'un jour, elles pourraient se combiner pour former une super étoile géante. Qui aurait cru que l'espace pouvait être si romantique? Voici maintenant un autre nom à rallonge. HD 140283, l'étoile Mathusalem. Ce petit bonhomme dans la constellation de la Balance existe depuis un bout de temps. Et par un bout de temps, je veux dire très très longtemps. En fait, les scientifiques pensaient qu'elle était plus vieille que l'univers lui-même. Imagine un peu si c'était vrai. Mais ils ont fini par découvrir qu'elle avait environ 14 milliards d'années, soit le même âge que notre univers. C'est quand même assez impressionnant. Elle est si vieille qu'elle se souvient de l'époque où la Voie lactée n'était qu'une petite galaxie. Malgré tout, elle a encore un peu de vie en elle. Elle commence tout juste à se transformer en géante rouge, ce qui est un peu comme lorsque tu atteins la trentaine. Elle vieillit donc assez bien. Mais si toutes ces choses restent plus ou moins compréhensibles, que dire de cette étoile que les astronomes ont surnommée WTF, ou qu'est-ce que c'est que ce truc? On l'appelle aujourd'hui l'étoile de Tabi. Elle a aussi un nom plus scientifique, mais il est un peu long. Ce qui est vraiment bizarre chez elle, c'est sa luminosité irrégulière.
Pour une raison inconnue, elle ne brille pas comme une étoile normale. Elle clignote, comme quand on allume et éteint une lampe de poche. Et il ne s'agit pas d'une petite baisse de luminosité, mais d'une chute de 22%. Ce n'est donc pas parce qu'un objet viendrait la cacher de temps à autre. Les scientifiques ont toutes sortes de théories sur ce comportement étrange. Des comètes, de la poussière, une mégastructure extraterrestre. Oui, mais avant que ton imagination ne s'emballe, il est important de noter que l'explication la plus probable est celle de la poussière. L'étoile serait entourée d'une espèce de nuage de poussière qui nous empêcherait parfois de la voir nettement. Mais cette explication n'est pas encore confirmée à 100%. Et il reste encore beaucoup de mystères autour de l'étoile de Tabi. Une chose est sûre, elle est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce qui la rend si fascinante. Et voilà, mon ami. Nous restons émerveillés par l'incroyable diversité et par l'étrangeté du cosmos. Il y a encore tant de choses à découvrir, alors continuons à explorer l'univers à la recherche de ces fabuleux trésors. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite.
Nous ne voyions jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas ? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Des mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA.
Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Après avoir reçu les dernières instructions de votre équipe, vous montez à bord de votre vaisseau spatial. C'est le premier engin fabriqué sur Terre capable de se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Votre mission consiste à visiter les endroits les plus insolites et les plus terrifiants de l'espace et à envoyer aux scientifiques des rapports détaillés. Et votre voyage commence. Votre vaisseau spatial accélère et vous dépassez la Lune. Au loin, vous apercevez une petite planète rougeâtre, c'est Mars. Et regardez cette géante tout entourée d'anneaux. C'est Saturne. Vous aimeriez bien avoir plus de temps pour explorer cette géante gazeuse, mais vous devez vous dépêcher. Vous passez de belles étoiles. Certaines sont lumineuses, d'autres ont une teinte rouge et d'autres semblent être en train de s'éteindre. C'est le Koa de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne terrestre. Elle se trouve à environ 8,6 années-lumière de nous. Mais vous voyagez vite et vous apercevez bientôt Polaris, l'étoile polaire, située bien plus loin, à 431 années-lumière. Parfois, vous parvenez à distinguer de minuscules points entourant ces étoiles. Ce sont des planètes. Et soudain, vous ne voyez plus rien. Vous êtes d'abord horrifié. Quelque chose aurait-il mal tourné, vous envoyant accidentellement dans un trou noir? Votre équipement est-il défectueux? Car il semble qu'à une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y ait un trou. Un vide sans galaxie, sans étoiles, sans planètes, sans astéroïdes. Il n'y a plus rien du tout. Ce vide est une région à peu près sphérique d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait y tenir des milliards de fois. C'est alors que vous vous rendez compte qu'il s'agit du mystérieux vide du Bouvier. Il se trouve à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Bouvier, le vacher qui conduit la charrue autour du pôle Nord. À l'origine, on appelait cette région le Grand Vide. Ensuite, on lui a donné le nom qu'elle porte aujourd'hui. Nous savons que les galaxies forment comme une toile gigantesque. La plupart appartiennent à de longues structures appelées filaments. Ceux-ci serpentent dans le cosmos et, lorsqu'ils se rejoignent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces zones portent le nom d'amas de galaxies. Mais entre les amas et les filaments, il peut y avoir d'énormes espaces vides sans presque aucune galaxie. Ces vides représentent en fait près de 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont énormes, entre 30 et 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même décroché le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait résulter de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer l'apparition de ces gigantesques zones vides? La raison pourrait se trouver dans l'origine de l'univers. À ses débuts, toute la matière de l'univers était compacte. Les astronomes pensent même qu'il s'agissait d'une sorte de soupe uniforme. Mais très vite, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à disperser cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses. En conséquence, leur attraction gravitationnelle s'est renforcée et elles se sont mises à prélever de la matière dans les régions moins denses. Et elles en sont devenues encore plus denses, ce qui leur a permis d'attirer de plus en plus de matière. Parallèlement, les amas plus petits ont commencé à s'éloigner du centre, formant les galaxies. Après avoir contemplé le néant pendant un certain temps, vous décidez d'explorer d'autres objets spatiaux et de redémarrer le moteur de votre vaisseau spatial. Il y a un type de formation que vous étiez impatient de découvrir, les nébuleuses. Ce sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Avec le temps, la gravité les rapproche eux aussi entre eux. Ils deviennent de plus en plus gros et leur attraction de plus en plus forte. Cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Un jour, toute cette masse finit par s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité et par former de nouvelles étoiles. Vous décidez de visiter quelques-unes des plus belles nébuleuses. Vous commencez avec la nébuleuse du Papillon. L'envergure de ce papillon fait plus de 3 années-lumière. Sa structure intérieure est l'une des plus complexes jamais observées. Son étoile centrale, une naine blanche, chauffe à une température incroyable de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle s'est formée à partir d'une étoile gargantuesque, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. Cette naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui donne à l'ensemble de la structure l'aspect d'un sablier ou d'un papillon.
Le prochain endroit que vous décidez de visiter est la nébuleuse de l'Esquimau, située à 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et son nom n'est pas anodin. Sa formation à double coque ressemble au visage d'une personne cachée dans la capuche, rembourrée d'une veste d'hiver. En réalité, cette parka est un disque de matière contenant un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets se détachent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Ces étranges traînées oranges dans la partie extérieure du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Quant au visage de l'Esquimau, même s'il ressemble à une boule de ficelle, il s'agit en réalité d'une bulle de matière soufflée dans l'espace par le vent à grande vitesse que produit l'étoile centrale. Votre prochaine destination est la nébuleuse de la Lyre. À première vue, il s'agit d'un gigantesque nuage de poussière et de gaz entourant une vieille étoile presque éteinte et qui ressemble à un anneau. Mais les astronomes affirment que cette nébuleuse n'est pas un bagel, mais bien un beignet à la confiture. Cet objet coloré, situé à plus de 2000 années-lumière de la Terre, est en fait un anneau qui s'enroule autour d'une structure bleue en forme de boule. Chaque extrémité de cette structure dépasse les côtés opposés de l'anneau. Vous pouvez désormais vous rendre dans une région qu'on appelle les piliers de la création. Vous la trouverez à plus de 7000 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle. Il s'agit d'un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années, des bébés de l'espace. Le télescope spatial Hubble a réussi à photographier plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Aujourd'hui, vous pouvez les voir de vos propres yeux. Il s'agit des célèbres piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Et puisque vous avez déjà visité une région où naissent de nouvelles étoiles, vous partez à la découverte d'un fossile vivant. DG7 est aussi grande que notre Voie lactée, mais elle est presque invisible, car ces étoiles sont très dispersées. Ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type, que l'on trouve généralement dans des amas. Cela peut signifier que DGSAT-I s'est formé à une autre époque, probablement 1 milliard d'années après le Big Bang. Voilà pourquoi on parle de fossiles vivants. La prochaine étape de votre visite est le pulsar dit Veuve Noire. Tout comme son homonyme araignée, cette étoile à neutrons en rotation se nourrit de sa partenaire, une petite naine brune. Plus le pulsar consomme de matière, plus sa rotation ralentit. L'énergie que l'étoile à neutrons perd au cours de ce processus entraîne l'affaiblissement de l'étoile qui l'accompagne. Oh, et regardez ça! Une pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure. Mais bien que son nom évoque quelque chose de doux, cette région est loin d'être paisible. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et est située dans une des nébuleuses de la constellation du Centaure, à environ 6500 années-lumière de la Terre. L'énergie intense émise par ces bébés ou étoiles fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge plutôt sinistre. Toute cette énergie est si puissante qu'elle dévore les nuages de poussière qui disparaissent comme des morceaux de beurre sur une poêle à frire chaude. Vous poursuivez votre voyage et vous apercevez une chose tout à fait étonnante. Un nuage d'eau qui flotte dans l'espace. Pour être plus précis, il s'agit d'un nuage de vapeur d'eau entourant un trou noir supermassif situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau de notre planète. Les astronomes pensent qu'il serait apparu 1,6 milliard d'années après la naissance de l'univers.